civis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Telle semble être la maxime aujourd'hui des États-Unis, de l'Union européenne et même de la Suisse face à la menace russe en Ukraine et supposément bien au-delà. Une maxime qui se traduit notamment par l'envoi massif d'armes à l'Ukraine, un armement de plus en plus agressif, par l'extension de l'OTAN aux portes de la Russie et par le réarmement de l'Allemagne, voire de la Suisse. Le temps est au son des canons. Mais les canons César français, les lance-roquettes longue portée américains et l'achat massif de F-35 sont-ils force de dissuasion, capables aujourd'hui de mettre un terme à la guerre en Ukraine, ou participons-nous au contraire à l'escalade d'un conflit et avec quelles conséquences? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table et en duplex. Enrico Letta, bonsoir. Bonsoir. En duplex de Pise, monsieur le Premier ministre, ancien chef du gouvernement italien, du Parti démocrate. Aujourd'hui, vous en êtes le secrétaire de ce parti de centre-gauche qui chapeaute la coalition au pouvoir en Italie à travers la personne de Mario Draghi. Merci de nous avoir rejoints malgré votre agenda extrêmement chargé puisque vous êtes en campagne municipale. Mais c'était important parce que l'Italie joue non seulement un rôle clé au sein de l'Union européenne, mais elle éprouve aussi les tiraillements internes que connaissent plusieurs puissances vis-à-vis de la politique à tenir face à la Russie aujourd'hui, sur le plan militaire et énergétique notamment. Philippe Fabry, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous aussi d'être parmi nous de Toulouse. Vous nous avez rejoints, vous êtes historien et géopolitologue. Vous avez acquis une notoriété monstre, notamment sur les réseaux sociaux, pour avoir annoncé quelques semaines avant que ça n'arrive l'invasion de l'Ukraine par les Russes, contrairement à beaucoup de vos confrères. Aujourd'hui, vous prédisez l'extension du conflit, notamment aux pays baltes. C'est l'objet de votre atlas des guerres à venir, réédité cette année, qu'on voit passer à l'écran. Philippe Val, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Toujours présent à nos côtés, merci Philippe, journaliste, essayiste et romancier un peu aussi. Dans votre dernier ouvrage, un dictionnaire philosophique paru cette année à l'Observatoire, vous faites vous aussi la part belle à la paix et aussi à la guerre. C'est évidemment l'objet de cette discussion ce soir. Et Jean-Marc Récli, merci d'être parmi nous. Bonsoir. Vous êtes directeur des risques globaux et émergents au Centre de politique de sécurité basé à Genève. Vous serez donc notre autre expert en géopolitique ce soir et en matière de sécurité et d'affaires militaires. Et enfin, Catherine Clément, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Merci infiniment de nous avoir rejoints, vous aussi de loin, de Paris. Vous êtes philosophe, romancière et essayiste, auteur de très nombreux livres. On vous doit notamment Le voyage de Théo et un autoportrait de Calcutta. C'est votre dernier ouvrage paru l'an passé chez Seuil. Et vous, qui avez vécu longtemps, 83 ans, il faut 3 ans, et vous vouliez que je le dise, les deux grandes guerres du XXe siècle, la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide, vous serez en quelque sorte notre témoin ce soir de la marche de l'histoire et des nations. Et justement, en parlant de marche de l'histoire, Enrico Letta, est-ce que vous croyez encore possible aujourd'hui la victoire de l'Ukraine sur la Russie ? Bon, c'est évidemment très compliqué de faire des prévisions. Ce qui est nécessaire, c'est de comprendre qu'il faut que cette guerre s'arrête, mais la seule façon de faire en sorte qu'elle s'arrête, c'est que la Russie ne gagne pas. C'est que cette idée qui au début était très nette et très forte, qui aujourd'hui est beaucoup plus faible, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc la création à la place de l'Ukraine d'une deuxième Biélorussie, que tout ça n'ait pas lieu. Et évidemment, ce n'est pas simple. Il faut que l'Europe aide l'Ukraine, mais en évitant cette escalation dont vous parliez. Et c'est un équilibre toujours très, très complexe. Mais il est évident que cette guerre est une guerre dans laquelle il y a d'un côté la préservation de la démocratie, de la liberté et de l'autodétermination des peuples, qui est une des questions essentielles. Et si on laissait partir ça, et si on laissait la Russie en condition d'envahir l'Ukraine, évidemment, ce serait toute une série de principes qui finiraient par basculer. Et on ne peut pas se permettre ça. Il faut absolument que l'aide au peuple ukrainien reste, que les sanctions à une Russie qui a passé une ligne rouge et qui doit être bloquée. C'est tout l'enjeu de l'Europe. Et en conclusion, moi je dis que l'Europe, il faut qu'elle soit unie. L'Union européenne unie est la question essentielle. C'est pour ça que je vois de
mal en pire cette attitude de Orban et des Hongrois, du gouvernement hongrois, de chercher toujours à faire en sorte que l'Europe soit désunie. C'est la désunion qui va aider Poutine. On va y revenir à la désunion, puisqu'il n'y a pas que Hongrie, qu'il y a des forces contraires dans les pays, d'autres pays aussi à ça. Mais très concrètement, sur le terrain, aujourd'hui, les Russes, malgré tout, prennent de l'avance. Jean-Marc Ricli, quand est-ce qu'on considérera justement que la Russie a perdu ou a gagné aujourd'hui en Ukraine ? C'est une bonne question. Je pense d'abord, c'est connaître les objectifs de la Russie. À la base, l'opération était basée sur faire tomber l'Ukraine rapidement. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, il y a eu des réorganisations, des réarticulations des forces armées. L'idée de prendre en tenaille les forces ukrainiennes dans le Donbass. D'abord, une grande pince. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est rétréci. Et maintenant, les combats se focalisent surtout sur Severodonetsk, l'idée étant de prendre l'oblast de Lugansk et puis après l'oblast de Donetsk, probablement pour prendre le Donbass et puis après occuper toute cette partie orientale de l'Ukraine. Maintenant, est-ce que Vladimir Poutine veut aller au-delà de cela ? C'est une question. Est-ce qu'il en a les moyens ? C'est une autre question, parce qu'on a vu quand même que en 3 mois, la démonstration des forces armées russes est plus que questionnable. Et donc après, la question pour les Occidentaux, et là je rejoins ce que M. Letta a mentionné, c'est pas seulement un combat pour l'intégrité territoriale ukrainienne, mais c'est un combat sur des valeurs qui sont liées à la souveraineté étatique, sur la non-violation des frontières. Et puis, eh bien, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est probablement un résultat d'une démission de la part des Occidentaux depuis ces 30 dernières années, où on a laissé faire le régime russe, que ce soit en Estonie, que ce soit en Géorgie, en Ukraine, et même en Syrie. À un moment donné, je pense qu'il faut montrer les limites. Et la raison pour laquelle Poutine a été probablement surpris par la réaction occidentale, c'est parce que jusqu'à maintenant, on avait laissé faire. Et pour la première fois, il y a eu une réaction très, très forte. Maintenant, la question, c'est la question de l'escalade. Et jusqu'où les Occidentaux sont prêts à aller pour aider l'Ukraine. Et là, je pense qu'il y a des avis très différents selon les capitales européennes. Mais Philippe Fabry, on voit aussi sur le terrain quand même effectivement une avancée des résultats très, très moyens et puis une vraie boucherie. Des témoins racontent que c'est comparable à 14-18, des combats effectivement presque de tranchées, de corps à corps, des centaines de morts par jour. Est-ce que ça vaut la peine, franchement, de mener ce combat et de continuer à l'armer, à l'alimenter ? Alors, est-ce que ça vaut la peine pour l'Occident ? Oui. Déjà pour les Ukrainiens. Alors pour les Ukrainiens, c'est toute la question, et c'est la question à laquelle ils devront répondre eux-mêmes. Sur le principe, évidemment, je pense que c'est difficile de ne pas être solidaire de la souffrance du peuple ukrainien qui vit cette atteinte à sa souveraineté de la part de la Russie. Maintenant, c'est une question, en tout cas, le fait qu'on commence à se la poser est en soi important, parce que c'est vrai que pendant finalement les 2-3 premiers mois du conflit, cette question ne se l'est pas tellement posée. Il n'était pas question de demander ou d'envisager que les Ukrainiens lâchent, ou de se demander si ça valait le coup de continuer à les soutenir. La question ne se posait pas. Et petit à petit, on voit que c'est une question qui commence à arriver. À la fois, on sent que chez les Ukrainiens, la question se pose en raison d'espoir de pouvoir reprogresser en sens inverse, qui sont finalement assez vite déçus, parce que on s'aperçoit que les Russes n'ont vraiment reculé que là où ils voulaient reculer, où ils avaient décidé de reculer, à Kiev et à Kharkiv, et qu'à Kherson, où on nous annonce depuis longtemps une contre-offensive ukrainienne, en fait, il ne s'est rien passé. Il y a eu une tentative la semaine dernière, ils se sont fait hacher par l'artillerie, donc ça n'a pas marché. Et c'est là que Volodymyr Zelensky a commencé à parler justement des lourdes pertes que subit l'Ukraine, etc. Donc chez eux, la question, je pense, commence à se poser, même s'ils ne le formalisent pas comme ça, mais on sent que la question commence à se poser. Oui, il y a des soldats, des voix de soldats qui disent justement, on nous envoie à la boucherie, pas équipés, pas armés. Il y a des exécutions, se dit-il, de déserteurs. Les problèmes internes de l'Ukraine, effectivement, qui reste une nation en construction culturellement, puisqu'il y a des disparités qui font qu'on a le conflit qui est actuel, se manifestent aussi à partir du moment où il y a des gens qui viennent de l'Ouest qui sont envoyés se battre à l'Est. Le même problème se passe en sens inverse. D'ailleurs, il y a des tas de mobilisés de Donetsk et de Lugansk qui ne sont pas contents d'aller se battre à Kherson côté russe, par exemple. Donc on voit la même chose
choses des deux côtés. Et effectivement, ça aussi, c'est assez proche de ce qu'on pouvait voir en 14-18, avec des formes de défection et une combativité des gens qui n'est pas la même selon là où ils viennent. Mais donc, il y a ce doute chez les Ukrainiens, et ce doute commence à apparaître aussi chez les Européens, parce que en Europe, on est souvent très saisi par les émotions, et donc tout de suite, on réagit, on en fait beaucoup, et ensuite, on commence à réfléchir, et bon, il y a aussi des intérêts qui ressortent sur le problème de l'inflation, le problème du gaz. Il y a les questions qui vont se poser avec probablement des problèmes sociaux qu'on peut craindre, notamment en France, qui risquent de mettre ça un petit peu au second plan. En Allemagne, il y a une attitude de l'Allemagne qui fournit, ou en tout cas qui promet de fournir beaucoup de choses, mais qui fait des promesses un petit peu à terme. L'embargo du pétrole, typiquement, c'est ça. C'est un embargo qui ne doit atteindre son plein effet qu'à l'automne. Il n'est pas impossible qu'on dise ça un petit peu comme on dit à un enfant, on verra, en espérant qu'il oubliera la promesse qu'on lui a faite parce que la situation aura changé. Je pense qu'il y a beaucoup, on parle beaucoup d'unité européenne et c'est important, c'est vrai que c'est ce qu'il faut défendre, mais je pense qu'il y a beaucoup d'arrière-pensée chez un petit peu tout le monde dans ce conflit. Mais alors vous l'avez parlé, l'inflation, effectivement, un impact économique fort en Europe, mais à l'échelle du monde, justement. Ce qu'il a dit me choque profondément. Il en parle légèrement. Attendez, je vais vous laisser la parole, Catherine Clément. C'est possible, mais je vais le dire quand même avant. Voilà, maintenant vous posez votre question. Voilà. Mais justement, là Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, parle de crise humanitaire à l'échelle mondiale qui impacterait déjà aujourd'hui 1,6 milliard de personnes. On annonce des famines, justement des choses extrêmement graves à l'échelle de la planète. Quelle est la proportion? Qu'est-ce qui fait que la guerre en Ukraine vaut la peine d'avoir des conséquences pareilles? Le blé, la nourriture, l'aliment, le pain. Justement, là, ça va manquer. Oui, ça manque déjà. Personne n'a accordé beaucoup d'attention à la visite de Macky Sall, président du Sénégal et président de l'Union africaine, à Moscou. Il y a été il y a une petite semaine à peu près. Macky Sall est président de l'Union africaine, ce qui représente donc 54 pays d'Afrique. Il est venu dire à Poutine que l'Afrique allait avoir de la famine partout. Pas partout, en Afrique centrale, pas trop. Alors, si on en est là, si 54 pays vont avoir besoin de blé, à eux seuls, c'est l'Afrique quand même qui va être le plus en danger. Pas trop l'Europe, pas trop l'Amérique latine, pas trop l'Inde. C'est un petit peu l'Amérique latine, mais beaucoup moins que l'Afrique. L'Afrique, ça va être dramatique. Donc oui, c'est une question prioritaire. Oui, c'est une question prioritaire. Est-ce que ça vaut la peine de faire cette guerre, justement, pour quelques millions d'Ukrainiens et d'affamer milliards de gens? La guerre, c'est une guerre juste. D'abord, c'est une guerre juste, c'est ça que je voulais vous dire. Quoi que vous disiez, comme ça, vous en parlez. Mais c'est quoi une guerre juste? Mais moi, une guerre juste, c'est celle qui est l'agresseur, qui est l'agressé. L'agresseur, c'est Poutine. L'agressé, c'est l'Ukraine, qui est en train de se constituer comme nation. Alors, c'est assez simple. Là, on choisit son camp. Ou on défend l'agresseur, et on est un salaud, ou on défend l'agressé, et on fait son devoir. Donc voilà, pour moi, c'est extrêmement simple, et ça ne va pas plus loin. Si les Américains n'étaient pas venus libérer l'Europe du nazisme, moi, la petite fille juive, je serais morte. Donc merci à ceux qui libèrent les autres. Oui, mais en données militaires aussi, on parle toujours de proportionnalité. Si on doit sacrifier 20 hommes pour en sauver... Je ne suis pas militaire, moi. Non, mais pour en sauver 200 autres, on ne va pas hésiter. Donc pourquoi est-ce qu'effectivement, là, on prend le risque de mettre à mal la santé, voire la vie de millions, voire de milliards de personnes pour cette question de principe qui est que quand une guerre est juste, il faut la faire. Et que là, si on laisse Poutine faire, on aura Adolf Hitler bis. Voilà, c'est simple. Alors, l'Ukraine a été un élément de sécurité européenne depuis longtemps. À la fin de la Première Guerre mondiale, et ensuite Lénine a intégré, mais ça a été aussi le premier objectif d'Hitler quand il a envahi à l'Est, c'était l'Ukraine. C'est toujours un pivot pour des tas de raisons. Et là, on voit que pour Poutine, c'est effectivement aussi un élément, et pour nous, un élément de sécurité décisif. Alors, c'est une guerre politique aussi. Puisque, pourquoi Orban est le maillon faible de notre Union européenne démocratique et libéral? Parce que lui-même n'est ni démocrate ni libéral. Donc il a une tendance culturelle à se rapprocher de Poutine. Pour ces raisons-là, simplement. C'est une guerre, de quelque sorte, la Russie est le pont avancé des régimes autoritaires ou
théocratique, enfin, de toute façon antidémocratique, contre les démocraties libérales. C'est une guerre de civilisation aussi qu'il y a là. Oui. Et il faut, par exemple, aujourd'hui, je pense que notre président, j'évite de critiquer la France quand je suis hors de France, mais si la Suisse est un pays neutre, je peux peut-être me le permettre, à tort, peut-être, il avait raison avant d'appeler Poutine, avant que Poutine ne démarre sa guerre, de l'appeler pour essayer de calmer le jeu, peut-être au moment du déclenchement, mais maintenant c'est fini. Il va falloir le rappeler quand la guerre sera terminée, c'est-à-dire quand l'Ukraine aura gagné. Parce qu'il faut que l'Ukraine gagne. On n'a pas le choix, on est obligé. On ne peut pas laisser Poutine gagner cette guerre. Et aujourd'hui, quand on dit que, attendez, ce sont des pays frères, l'Ukraine et les Ukrainiens et les Russes, ce sont des frères, c'est obscène de dire ça. Ils sont en guerre à outrance. Qu'est-ce qu'on aurait dit si, pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment de l'invasion de la France par les Allemands, Churchill avait dit « Allez, vous êtes des peuples frères ». Ce serait ridicule. Et c'est ce qu'on vient de faire là. C'est une grave erreur. Je pense que l'Europe doit rester soudée et forte dans son aide qu'elle apporte à l'Ukraine, notamment parce que Poutine, comme le disait Catherine Clément, est en train de répéter à l'échelon planétaire l'Holodomor, c'est-à-dire la grande famine de l'Ukraine qui a fait des millions de morts dans les années 30, à l'échelle planétaire, parce qu'il veut se servir de la famine pour avancer son pouvoir autoritaire, pour préserver, pour renforcer son pouvoir autoritaire. C'est une guerre extrêmement politique, en plus d'être très meurtrière. Philippe Fabry, juste une petite parenthèse, on fait beaucoup de références à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, à la guerre froide. Est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a le bon logiciel aujourd'hui pour analyser ce qui se passe en regardant vers le passé ? Alors, on a tout à fait raison. Moi, vous disiez au début que j'avais prévu l'invasion. C'est justement en m'appuyant sur ce parallèle que j'avais prévu cette invasion. C'est pour ça que, si ça n'avait tenu qu'à moi, il aurait fallu que l'OTAN déploie des troupes dès avant février dernier pour pas que Poutine envahisse. Donc, c'est pas du tout mon souhait qu'il y ait cette espèce de compromis qui sorte. C'est disons que je dis ce que je pense qu'il va se passer, ce qui n'est pas forcément ce qui m'enchante. Mais le parallèle, oui, il tient totalement. C'est un schéma qui se reproduit souvent dans l'histoire. Moi, j'appelle ça les impérialistes revanchards. Alors, le parallèle avec qui ? Avec Hitler ? Avec la Première Guerre mondiale ? Hitler, parce que je me méfie du parallèle avec Hitler, parce que on entend tellement de parallèles avec Hitler que ça discrédite beaucoup. Et donc, même quand c'est pertinent, souvent les gens ont tendance à l'écarter. Donc, moi, c'est quelque chose de plus général, si vous voulez. C'est-à-dire que ça s'applique à Napoléon, ça s'applique à Hitler, ça s'applique à Hannibal, si on veut remonter très loin. Ça s'applique à un certain nombre de personnes comme ça. Parce que ce n'est pas une question de personnes, c'est une question de nation, une question de psychologie collective. Et notamment, c'est quelque chose qui caractérise les nations qui, à un moment, à l'occasion d'une trajectoire qui est très longue, qui est pluriséculaire, semblent être sur le point de toucher à l'hégémonie mondiale et n'arrivent pas à concrétiser ça en subissant une défaite très humiliante. Et derrière, on ce retour d'impérialisme qui souvent est extrêmement violent. Donc c'était le cas de la France de Napoléon qui avait été très humiliée par la défaite de la guerre de 7 ans, 50 ans avant. C'est le cas de l'Allemagne hitlérienne qui espérait atteindre l'hégémonie mondiale avec la Première Guerre mondiale qui en fait a été une défaite terrible. Et en fait, l'équivalent de ça pour la Russie, ça a été la défaite dans la guerre froide. Ça a été la perte de tout l'empire, ça a été le démembrement national. Et donc tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une espèce de logique comme ça de revancharde de la Russie. Et qui est très importante à souligner parce que ça veut dire que c'est un mouvement qui est essentiellement interne et que s'il n'y avait pas eu de volonté d'extension de l'OTAN à l'Ukraine, on verrait la même chose aujourd'hui. On verrait une invasion russe de l'Ukraine de toute façon, parce que c'est un mouvement interne de recherche de récupérer les territoires qui ont été perdus. Donc tout le narratif qui a été déployé par la Russie, comme quoi c'était une guerre pour se protéger, non, c'est quelque chose qui s'est surajouté, qui leur a permis d'argumenter, on va dire, mais ce n'était pas ça l'idée. Partout où ils ont reculé, ils ont la volonté d'avancer, et on le voit encore aujourd'hui, puisque à la Douma est discutée une proposition de loi, c'est pas la première fois qu'ils le font, parce qu'il y a des extrémistes à la Douma qui l'avaient déjà proposé en 2015, mais ils sont en train d'essayer de proposer l'annulation, une loi pour annuler la reconnaissance de l'indépendance de la Lituanie en 1991. Oui, ça a été proposé là hier, et donc ils vont le discuter. Alors, ça peut être pour agiter ou quoi, mais disons que ça envoie le signal. On aurait un moyen légal de faire aussi une opération spéciale en Lituanie pour restaurer la continuité territoriale avec Kaliningrad. Donc là, l'extension aux Pays-Baltes que j'annonce, vraiment, ça va hélas dans ce sens. Oui. Enrico Letta, vous êtes d'accord ? Quel est le risque politique, voire militaire majeur aujourd'hui, si la Russie gagne du terrain, voire l'emporte ? Moi, je pense que le fait que la Russie puisse l'emporter est peut-être
danger qu'on a réussi à écarter, que les Ukrainiens ont réussi à écarter. Je ne vois pas maintenant, aujourd'hui, une possibilité que la Russie puisse envahir l'Ukraine, arriver à Kiev et être en condition de transformer l'Ukraine en une deuxième Biélorussie. Par contre, ce qui est aujourd'hui possible, c'est que la Russie prenne le contrôle d'une partie importante du territoire ukrainien qui est autour de 1/5 du territoire ukrainien. Et dans ce cas, évidemment, ce qui serait comme conséquence, c'est un changement complet des relations qui ont déjà changé, évidemment, mais ce serait évidemment très compliqué. Par exemple, on est ensemble avec les Russes dans le G20. Le G20 est une... Moi, j'ai eu la chance de participer au G20 en tant que représentant de mon pays, qui était accueilli par les Russes à Saint-Pétersbourg en 2013. Et évidemment, le G20 aujourd'hui avec les Russes, que fait-on? Peut-on participer à une organisation dans laquelle les Russes sont présents à même niveau que les autres? Évidemment, non, c'est compliqué, c'est presque impossible. Donc, moi, je vois une situation qui aujourd'hui n'est pas claire dans ses évolutions. Je pense, puisque vous parliez du blé, la question du blé est essentielle, mais elle est essentielle aussi pour nous, les Européens. Elle est essentielle pour démontrer au reste du monde que nous faisons en sorte que la famine ne soit pas la conséquence de tout ça et qu'on puisse aider le reste du monde. Parce que je ne peux pas, passer inaperçu, laisser passer inaperçu le fait que quand les Nations Unies ont dû voter, il y a eu une large partie des pays africains et une bonne partie des pays asiatiques aussi qui n'ont pas voté en faveur de la condamnation de la Russie. Donc, il faut absolument éviter qu'on soit, nous, les Occidentaux, l'Europe, les États-Unis, le Canada, le Japon, contre le reste du monde. Je pense que ce serait très négatif en perspective. Donc, il faut comment le faire, justement? Comment éviter attirer. Ouais, il faut chercher d'attirer quelques soutiens qui sont aujourd'hui des soutiens proches de la Russie, soit en Asie, il faut dialoguer avec l'Inde, il faut dialoguer avec la Chine, il faut dialoguer avec la Turquie, il faut faire en sorte qu'en Afrique, cette question du blé trouve une solution qui soit une solution dans laquelle l'Europe est protagoniste. Je dis tout ça parce que notre ennemi est Poutine, aujourd'hui, il est clair, et il faut isoler Poutine à tout prix. Il faut faire en sorte que l'isolement de Poutine et de la Russie soit l'objectif, mais tout ça en évitant cet effet occidentaux contre le reste du monde qui risquerait de donner des conséquences très négatives pour le futur aussi. Vous avez cité la Chine, notamment. La Chine est l'allié objectif et jusqu'à preuve du contraire, un soutien de la Russie. Justement, avec qui et comment éviter très très concrètement aujourd'hui cette crise humanitaire mondiale, voire ce redécoupage du monde en deux blocs, les Occidentaux contre le reste de l'univers? Bon, c'est pour ça que je pense que la question du blé est centrale. Et moi aussi, je partage ce que vous avez dit auparavant. Il faut absolument que l'Europe soit capable, là, de prendre une initiative qui soit une initiative. Maintenant, c'est les Turcs qui sont en train de négocier, mais il faut que nous, les Européens, nous soyons vus plus déterminé. Je vous raconte cette expérience que moi-même j'ai faite. Quand j'ai participé au Conseil européen, aux réunions du Conseil européen, j'ai toujours participé à un conseil dans lequel les sujets qui touchaient l'Afrique étaient toujours à la marge. On en parlait 5 minutes à la fin des réunions et toujours en annexe des débats sur comment arrêter les migrations. Le reste du monde nous regarde à nous comme un continent de gens qui ne sont pas généreux, qui cherchent d'éviter que les autres entrent chez nous. Et nous sommes vus comme un peu des avares par une partie du monde. Et il faut absolument changer ce logiciel, sinon on va rester vraiment très isolé dans cet affrontement. Comme on disait auparavant, c'est un affrontement de valeurs, de principes, et naturellement, c'est un affrontement qui touche aussi la vie des Ukrainiens. Moi, je continue à penser que c'est une folie que depuis 100 jours, il y ait au moins 30 000 personnes qui aient perdu la vie
pour quelque chose qui n'a vraiment pas de sens aux yeux de personnes rationnelles. Mais 30 000 personnes, c'est énorme, c'est énorme. Mais Jean-Marc Ricli, justement, pour rester un tout petit peu sur l'aspect militaire, est-ce qu'on en fait assez aujourd'hui? Est-ce qu'on envoie assez d'armes? Est-ce qu'on aide assez bien logistiquement? Est-ce que, ou justement on pêche par défaut? Alors, la réponse est différenciée. Ça dépend où on regarde. Ceux qui fournissent l'effort de guerre le plus important, c'est les États-Unis. Que ce soit au niveau du matériel, c'est environ plus de 4,2 milliards d'aides militaires qui a été apportées jusqu'à maintenant. Pour vous donner un ordre d'idée, l'assistance annuelle à l'armée afghane, si vous prenez la moyenne sur les 20 ans, c'est environ 3,6 milliards. Là, on a à 4,2 milliards. Plus, il y a encore la décision de l'administration Biden d'avoir un fonds de 40 milliards, dont 20 milliards ce serait pour le militaire. Donc là, on arrive sur environ 25 milliards, en sachant que le budget de la défense de l'Ukraine, à la base, c'est 5,5 milliards, donc on multiplie par 5, et le budget de la défense de la Russie, c'est 62 milliards environ. Donc on est à plus du tiers, et ça, c'est de l'aide américaine. Maintenant, il y a de l'aide européenne, mais si on prend l'Union européenne, c'est à peine 2 milliards. Et après, il faut voir les contributions individuelles. Les contributions individuelles, il y a beaucoup d'annonces, mais il y a des problèmes pour arriver sur le terrain. Et même la France qui parle de ses canons César, on parle de 6 canons César, 6 à 12. Alors la France en a 72, je crois. Et donc, il faut voir, même les Américains qui vont envoyer leur lance-roquettes multiples, on parle de 4 pièces, vous voyez. Donc le problème, c'est qu'actuellement, on est dans une bataille qui ressemble à ce qu'on a eu durant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on est complètement sur 2 fronts où c'est l'artillerie qui prévaut. Et donc, à ce jeu-là, les Russes ont un avantage parce qu'ils ont un arsenal énorme. Vous pouvez regarder sur Twitter ou ailleurs une image d'un satellite américain commercial, Maxar, qui a pris la photo d'un champ. Vous avez 3 champs. Et sur cette photo, vous avez 3000 impacts d'obus d'artillerie. C'est actuellement ce qu'on voit autour de Severodonetsk. Donc, cette bataille est en train de tourner à une bataille d'attrition. Et à ce jeu-là, eh bien, il faut avoir les capacités militaires et humaines. Les Russes ont les capacités militaires, humaines également. Les Ukrainiens ont une grande force humaine avec la motivation. Par contre, les capacités militaires, elles diminuent parce qu'à la base, il y avait une asymétrie. Et donc, les Ukrainiens comptent beaucoup sur les Occidentaux pour compenser ça. Le problème, c'est que ça prend du temps pour entraîner, puis après, il faut amener jusqu'au front. Donc, vous avez tous ces problèmes de logistique qui est assez importante. Mais je voudrais revenir quand même sur un point important dont on a assez peu parlé. Vous avez mentionné la Chine. Je pense que la Chine, c'est très, très important parce que ce qu'on a dit, c'est pas seulement une guerre pour l'Ukraine, pour le territoire de l'Ukraine, mais vraiment pour des valeurs démocratiques contre autoritaires. Et souvenez-vous, la veille de l'inauguration des Jeux Olympiques de Pékin, il y a eu une rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, et il y a eu un communiqué qui fait 17 pages que vous pouvez consulter sur le site des Affaires étrangères russes, et ce communiqué met sur la table la vision de la Chine et de la Russie. Et cette vision, elle est très claire. Ils disent qu'ils sont des démocraties, ces 2 États sont des démocraties, mais pas au sens occidental. La démocratie, ça veut dire un État qui est capable de fournir, si vous voulez, la sécurité économique à ses citoyens. On ne parle pas de valeurs liées aux droits de l'homme et autres. Et leur idée, la Chine a un agenda clair, être la première puissance hégémonique à 2049. Et la Chine et la Russie ont une alliance de convenance. Et si vous regardez, on en a parlé des votes au Conseil, à l'ONU, en effet, si vous faites le décompte au niveau de la population, c'est quasiment la moitié de la population mondiale qui n'a pas condamné la Russie ou qui s'est abstenue. Donc là, on doit quand même réfléchir à qu'est-ce que ça implique pour le futur de la sécurité internationale au XXIe siècle. Et le problème des Occidentaux, c'est qu'on a quand même un passif avec certaines opérations dans le passé, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye. Et bien ça, ces États-là jouent là-dessus. Et puis, pour nous, c'est très, très difficile de justifier certaines opérations parce qu'on vient toujours nous reprocher ce qui a été fait dans le passé.
Alors on va continuer justement sur ce redécoupage ou pas du monde en deux parties et ses implications juste après la pause. On se retrouve dans quelques instants. Le point de retour sur la guerre en Ukraine, pourquoi continuer, quel danger à ne pas continuer. On continue d'en débattre. Et donc la question qui était posée, c'est le redécoupage du monde en deux parties. Est-ce que ça vous semble un logiciel qui fonctionne, Philippe Fabry ? Temporairement, du moins, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a, c'est les tenants de l'ordre international qui est sorti de 1945 puis 1991, ce qu'on appelle l'Empire américain sur le monde, ou l'ordre international américain, plus exactement. Et face à ça, les mécontents, on va dire, c'est-à-dire l'axe de tous ceux qui sont révisionnistes de cet ordre-là parce qu'ils estiment avoir droit à autre chose et qui généralement aspirent à une hégémonie au moins locale. On pourra aller très vite. La Russie estime que dominer l'Europe, c'est son destin à elle. La Chine estime que jusqu'à la moitié du Pacifique, ça doit être à elle. Et de l'autre côté, il y a les États-Unis et essentiellement les Européens avec eux, et puis les autres pays qui les ont soutenus un petit peu face à Poutine, qui veulent maintenir cet ordre international fondé sur le droit et pas sur la force. Alors que la vision de Poutine et de Xi Jinping, c'est encore cette idée, effectivement, ça date de la diplomatie de la canonnière. C'est-à-dire qu'on est encore sur ce à quoi on a cru en Europe jusqu'à 1914, quoi. Et donc, effectivement, il y a cette alliance-là. Bon, après, si vous voulez, c'est pas quelque chose de durable, c'est vraiment quelque chose d'objectif. C'est-à-dire que je pense que les Chinois comme les Russes savent très bien que dans un second temps, ils seront des rivaux sur l'espace eurasiatique. Simplement, ils estiment actuellement qu'il y a une priorité, et c'est vraiment la priorité des priorités. C'est-à-dire que c'est ce qui fait qu'on a pu se poser la question, est-ce que la Chine va soutenir Poutine ? La Chine, elle ne lâchera jamais la Russie de Vladimir Poutine, parce que si elle laissait tomber le régime de Poutine, elle aurait le risque de voir arriver l'OTAN, ou en tout cas une alliance impliquant l'OTAN et les États-Unis, jusque sur sa frontière nord, en fait, et donc elle se sentirait complètement encerclée. Donc c'est tout à fait hors de question, ça, pour les Chinois, qui, de leur côté, en plus, se sentent un petit peu pressés, parce qu'effectivement, ils ont cette idée de devenir la première puissance mondiale d'ici 2049, mais ils sont un petit peu dans la même situation que l'Empire allemand en 1914, encore une fois, qui à la fois se sentait sur le point de rafler la première place mondiale à la Grande-Bretagne, et sentait les Russes qui poussaient derrière, qui étaient en train de s'industrialiser et qui avaient une pression démographique très forte. Et la Chine est dans ce rapport-là avec l'Inde. Parce que les Chinois ont parfaitement conscience que d'ici le mi-temps du siècle, ils ne seront plus le pays le plus peuplé du monde, ça sera l'Inde, que l'Inde a une croissance forte. Et donc les Chinois ont peur d'être rattrapés par les Indiens, en même temps qu'ils ont hâte de doubler les États-Unis. Et c'est ça aussi qui, à mon avis, les pousse à agir. Mais l'Inde, qui est pourtant un pays extrêmement nationaliste aujourd'hui. Oui, voire autoritaire. C'est-à-dire que, alors, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont autoritaires. Effectivement, ils ont une volonté de s'affirmer au plan international. Ils sont pas preuve d'impérialisme. Ils font pas preuve d'impérialisme jusqu'à maintenant au plan extérieur. Ils dénaturalisent les musulmans. Vous vous rendez compte ? Oui. Ils leur enlèvent le droit de vote. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous n'avez pas de valeur, monsieur. Ça, c'est de la politique interne, madame. Moi, je parle au plan la politique interne, j'y suis autant intéressé. Non, oui, je comprends. C'est effectivement important. Mais si la question c'est le redécoupage de l'ordre mondial, c'est pas le... L'ordre mondial, si c'est pas les valeurs, c'est pas intéressant. On s'arrête tout de suite. Mais la question des valeurs, justement, Enrico Letta, parce qu'on classe les gens selon quelles valeurs ? La Turquie, qui est un bon exemple, elle ne partage pas de manière absolue les valeurs des États occidentaux, elle les partage pas plus que la Hongrie ou d'autres. Le Qatar aussi, l'Italie essaye maintenant justement de compenser ses pertes en gaz avec des pays comme le Qatar notamment. Comment est-ce qu'on classe le camp du bien et le camp du mal ? Selon quelles valeurs justement aujourd'hui, Enrico Letta ? Évidemment, nous, on est très clair là-dessus. On a les valeurs qui sont à la base de la civilisation européenne. Il faut être beaucoup moins timide, il faut être beaucoup plus proactif et aussi très fier de nos valeurs. Je pense que le moment est venu d'être un peu plus fier de nos valeurs et un peu plus proactif. Mais dans le grand dessin mondial, moi je pense que la question clé est la question de la autodétermination des peuples. Ça, c'est la question clé. Le fait que Poutine a voulu, ça a été très bien dit auparavant, revenir au XXe siècle, quand, avec des chars qui passaient les frontières, on imaginait de changer le gouvernement d'un pays et de mettre un gouvernement qui était proche de ton propre pays, de ta sphère d'influence. Alors maintenant, c'est fini. Et ça, c'est une des raisons, les principales, qui a poussé Poutine à faire cette erreur. Moi, je pense que c'est une erreur énorme, parce que pour des générations, les Russes
les jeunes Russes d'aujourd'hui vont payer cette erreur de Poutine parce que la Russie va être marginalisés dans les échanges mondiaux. Imaginez-vous tous les Russes qui travaillent dans le monde académique, dans le monde des affaires, et ils vont perdre toute possibilité de faire ce qu'ils faisaient jusqu'auparavant. Moi, j'ai vécu 7 ans à Paris, à Sciences Po, jusqu'à l'année passée, et on travaillait avec les universités russes, avec les chercheurs russes. Tous ces gens-là vont perdre leurs possibilités. Donc, c'est une erreur énorme, mais cette erreur a été faite parce que Poutine voulait éviter qu'un pays proche géographiquement de la Russie puisse décider son propre destin à lui tout seul, sans tenir compte de la volonté de la Russie. Donc, il est évident que c'est un moment charnière, c'est un moment clé. Je pense que la défense de l'Ukraine aujourd'hui est essentielle à cause surtout de cet aspect. Mais justement, en mettant la Russie à genoux aussi, est-ce qu'on va créer un effet de désolidarisation vis-à-vis de Vladimir Poutine ou au contraire créer le ressentiment dont Philippe Fabry parlait déjà chez les Russes ? Écoutez, la question clé est celle des sanctions. On a voté un 6e paquet de sanctions. Après que Orban a cherché d'éviter qu'on vote ce paquet, Orban qui est désormais plus un allié russe qu'un Européen de l'Union européenne. Il faut tenir compte de tout ça, aussi dans les choix qu'on va faire à l'intérieur de l'Union, parce que le fait de donner le droit de veto à chaque pays, dans ce cas-là, a fait comprendre quelle erreur tout ça arrive on fait en sorte qu'on dépend tous de Orban. Mais en revenant au point, les sanctions Alors je vous sont arrête en juste train 2 de secondes, donner des Enrico Letta, conséquences. sur la question justement des Hongrois. C'est pour ça, c'est parce que c'est un allié de Poutine qu'on a fait appliquer les sanctions sur la Hongrie et pas sur la Pologne, alors que les deux étaient susceptibles justement d'être blâmés pour des atteintes aux valeurs européennes. Non, avec la Pologne, il y a eu une négociation qui a conduit à un choix qui a évité l'application des sanctions les plus dures, parce que le gouvernement polonais a changé d'attitude, ce qui n'est pas le cas avec le gouvernement hongrois, qui a tenu son attitude jusqu'au fond, et je pense que c'est bien que l'Europe tienne son attitude aussi vers le gouvernement hongrois, qui est en train de se prendre des responsabilités énormes. Et en revenant aux sanctions, les sanctions vont jouer un rôle énorme. Les sanctions sont très dures vers l'économie russe, mais il faut qu'on donne du temps pour faire en sorte que les sanctions donnent des conséquences et qu'il se passe quelque chose en Russie. Et c'est-à-dire que cette pression sur Poutine, de la part de son monde économique et de son système, le pousse à arrêter, à bloquer. Je pense que là, c'est le choix essentiel, mais je pense que les sanctions, ça a été bien de le faire, 6 paquets. Et je pense qu'on a démontré, nous les Européens, ça a été dit auparavant, je partage cet avis, on a démontré d'être unis. Dans le moment du besoin, on a démontré d'être unis, même si ces sanctions vont probablement avoir et ont déjà des conséquences à l'intérieur de nos pays. C'est quelque chose qui fait en sorte que politiquement, c'est pas facile de gérer chez nous, par exemple, en Italie, le débat politique sur ces sujets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se dire, mais ça va nous coûter un peu trop, cette guerre. Est-ce que ça vaut la peine ? Évidemment, mon parti, moi-même, le gouvernement, notre Premier ministre, nous on dit, ça vaut la peine, parce que c'est une question qui concerne les libertés fondamentales qui nous touchent et qui concernent aussi nos sécurités, nos éléments de sécurité. Donc, ça vaut la peine. Philippe Val, est-ce que justement les opinions publiques vont tenir la route en Europe ? Est-ce qu'elles ne risquent pas de se dire tout ça nous coûte très cher pour finalement quoi ? Ça dépend du talent des gouvernants et du talent des intellectuels. Ça dépend du talent du monde de la culture de chacun des pays, parce que ce sont eux qui parlent aux gens. Ils parlent pour les gens. Et mieux que ça encore. Donc, ils doivent les convaincre que le sacrifice est nécessaire, que ça va nous coûter cher, que ces dépenses énormes, d'abord pour aider les Ukrainiens, mais ensuite pour s'armer nous-mêmes, parce que l'Europe, si on veut qu'elle ait une image de générosité, il faut aussi qu'elle ait une image de puissance, sinon elle ne peut pas avoir cette générosité, si elle n'a pas la puissance. Or, ça va coûter très cher. Il faut savoir que ces sacrifices sont décisifs, utiles pour leur liberté, pour la pérennité de leur système de liberté.
il va falloir les convaincre. C'est de la politique, mais il faut faire cette politique. Mais en attendant, la politique, c'est justement le NUPES de Jean-Luc Mélenchon qui est ouvertement anti-atlantiste et qui pourrait bien se tailler la part belle justement des prochaines législatives. Très concrètement, si des forces comme ça, si Emmanuel Macron perd la majorité relative à l'Assemblée, que ça soit les forces de Marine Le Pen associées à celles de Jean-Luc Mélenchon, on est quand même dans quelque chose qui ne va pas du tout dans la politique actuelle de l'Union européenne aujourd'hui. Bien sûr, mais d'ailleurs on peut regretter amèrement que pendant la campagne présidentielle, la question de la guerre a été occultée au profit du pouvoir d'achat qui n'est qu'une conséquence de la guerre. Parler du pouvoir d'achat, c'est parler d'une conséquence de quelque chose dont on ne parle pas, ce qui est aberrant. Donc, Jean-Luc Mélenchon thématise aussi sur la guerre en Ukraine. Oui, il thématise sur la guerre en Ukraine. Lui, il ne veut pas qu'on arme. Il ne veut pas que l'Europe soit une puissance et il ne veut pas qu'on arme les Ukrainiens. Et il soutient Poutine, il faut le dire. Et il soutient Poutine, au fond, évidemment, parce que c'est un soutien passif pour l'instant, parce qu'il ne veut pas être honni, mais c'est un soutien. Donc, à l'extrême droite aussi, les extrêmes, c'est encore une fois une question de culture démocratique. Les extrêmes n'ont pas la culture démocratique, donc ils sont plutôt tournés vers Poutine, presque comme un tropisme en quelque sorte. Et on fait une grande faute politique à ne pas parler de la guerre, même là encore aujourd'hui pendant ces élections, cette campagne des législatives, je trouve irresponsable que la guerre, la question de la guerre en Ukraine, de son coût, du coût des sacrifices, qu'il faut faire de bon cœur. Évidemment, en faisant attention à ce qu'il ne frappe pas les plus fragiles, les plus pauvres, mais savoir que ça va nous coûter cher, mais que ça vaut le coup. Il va falloir convaincre les gens. C'est de la politique. Et pour l'instant, cette politique n'est pas faite. Et on risque de le payer cher parce que les opinions publiques sont fragiles. Elles sont davantage sensibles aujourd'hui aux absurdités qui circulent sur les réseaux sociaux qu'à un discours politique raisonnable. Enrico Letta, c'est la même chose en Italie. La Lega, Cinque Stelle, justement, sont très opposés à l'envoi d'armes, enfin plus ou moins très opposés à l'envoi d'armes en Ukraine. Une chose, c'est qu'en Italie, le problème est moins crucial parce que ces oppositions-là ont été affaiblies, ce qui n'est pas le cas en France. Alors c'est la question justement. Est-ce que vous craignez qu'il y ait un retournement de situation, que l'opinion publique, dont les voix seraient relayées justement par des mouvements qu'on décrira comme populistes, prennent le dessus, même en Italie? Oui, le risque est là, mais surtout parce qu'il est vrai qu'en Italie, on a un cadre politique qui diffère de celui de la France, mais on a aussi, hélas, un cadre énergétique qui diffère. Et qui diffère en pire, si je peux me permettre, parce que la dépendance de pays comme l'Italie ou l'Allemagne du gaz russe fait en sorte que notre futur énergétique aujourd'hui est mis en cause et les coûts, l'inflation est plus forte qu'en France et les coûts énergétiques risquent d'être un peu plus lourds. Donc ce combat de ce débat qu'on a dans l'opinion publique, dans le débat politique, n'est pas simple du tout. Moi, je vous apporte l'expérience que j'ai faite dans cette campagne électorale pour les municipales en Italie. On a quelques millions de votes, d'électeurs qui votent. Et bien, à la fin, les gens ont voulu parler des problèmes domestiques. On a eu beaucoup de peine à faire en sorte que le discours international et même le discours sur les conséquences de la guerre et les choix qu'on est en train de faire soit un discours central. Et je dis ça parce que je crains aussi pour le futur. Là, il faut se dire très franchement, on est plus fort que Poutine, les démocraties sont plus fortes, mais on a un problème. Le problème, c'est le fait que nos démocraties risquent de ne pas tenir sur le long terme dans les opinions publiques, à moins que les leaderships, les partis politiques, le monde de la culture ne soient pas capables de faire vraiment passer les messages, les bons messages. En Italie, par contre, par exemple, il y a ce débat dans les médias qui est un débat que je trouve assez fou. On a un débat dans les télévisions, dans un débat public, dans lequel on a une exposition des positions russes qui est, de mon point de vue, absolument excessive par rapport à ce qui est juste et ce qui n'est pas juste.
On a un débat qui met les uns contre les autres. Alors franchement, on ne peut pas les mettre au même niveau. Les agresseurs restent les agresseurs. Et je pense qu'il faut être là beaucoup plus dur. Donc simplement pour partager avec vous la difficulté qu'on est en train de vivre, moi je continue mon engagement avec et mon parti la même chose, mais une difficulté que je trouve croissante. Discours extrêmement alarmiste d'Enrico Letta, justement. Et là, on est en été, parce que quand on aura passé l'hiver avec le coût des énergies, est-ce qu'il y aura encore des gens pour soutenir la politique des gouvernements européens, Philippe Fabry? Puis après, j'aimerais vous entendre sur la Suisse, Jean-Marc Rickli. C'est la question qu'on peut se poser. Après, moi, je m'inquiète moins des extrêmes qui ne sont pas au pouvoir que même d'une certaine versatilité des élites des pays d'Europe de l'Ouest, encore une fois. Parce que la détermination, on l'a vu effectivement beaucoup chez les Américains, beaucoup chez les Anglais qui ont une tradition de maintien de l'équilibre en Europe chez nous. Enfin, moi, c'est Emmanuel Macron, je l'entends depuis des semaines expliquer qu'il ne faut pas humilier la Russie, ce qui envoie un signal absolument désastreux. Il l'a dit une fois. Oh, il le répète. Voilà, mais c'est une faute. Le problème, c'est que justement... Non, il a réitéré. Justement, je pense que le problème ne sera posé que quand on aura humilié la Russie. De la même manière qu'on a réglé le problème de l'impérialisme allemand qu'une fois qu'on a définitivement humilié l'Allemagne. Et donc, voilà, le Japon, pareil. Donc, le problème de se mettre immédiatement cette barrière, alors qu'on n'est même pas en train d'humilier la Russie, très honnêtement, ils se sont remis à progresser. Donc, je trouve ça extrêmement dangereux. Et c'est plutôt cette fragilité des élites dirigeantes européennes. Je ne suis pas sûr que leur détermination soit aussi solide qu'elle devrait l'être. C'est ce que je trouve le plus inquiétant, parce que dès qu'effectivement les opinions publiques vont être un petit peu agitées, je ne suis pas sûr qu'ils seront là pour faire la pédagogie qu'il faut et qu'ils auront tendance, pour des raisons électoralistes ou politiques, à céder en disant effectivement, il faudrait que M. Zelensky mette de l'eau dans son vin, ce genre de choses. J'ai très peur de ça. Jean-Marc Rickli, l'hiver prochain, justement, on n'en parlera plus de la guerre en Ukraine. Enfin, je veux dire, on n'en parlera plus du soutien à la guerre en Ukraine, y compris en Suisse. Je voudrais d'abord réagir à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il faut quand même faire attention avec le thème humilié. Quand on parle d'humilier un pays, ça porte à conséquence, parce qu'on ne s'attaque pas seulement au gouvernement, on s'attaque à la population. Et je pense que les sanctions qu'on a prises en Occident contre des artistes russes, contre des scientifiques russes, c'est quelque chose qui est assez dangereux. Il n'y a pas de doute qu'il faut contrer, il faut battre la politique du gouvernement russe qui est incarnée par M. Poutine. Maintenant, vouloir humilier un peuple, on sait ce que ça a donné dans l'histoire, et vous aurez automatiquement un esprit de revanche. Et quand vous humiliez un peuple, eh bien, ça prend 1 à 2 générations pour que les relations se renormalisent. Donc là, je ferai quand même attention. Bien sûr, il faut montrer à la Russie que ce qu'elle a fait sur les 20 dernières années, c'est terminé. Mais il faut, je pense, différencier le gouvernement du peuple. Maintenant, par rapport à la Suisse et l'arme énergétique, en effet, la Suisse est soumise. Alors, elle est un peu moins susceptible pour l'instant par rapport à la hausse des prix. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà des prix qui étaient très très hauts. Mais il faut voir que... Parce qu'on a un gros pouvoir d'achat. Plus gros que oui, et puis on a un franc très haut, donc on arrive à absorber. Mais il faut voir que maintenant, on reprend Poutine, il est dans une guerre quasiment totale, parce qu'il utilise l'arme non seulement énergétique, l'arme alimentaire, pour faire pression sur le monde. Et le problème de cette crise, c'est qu'on sort d'une crise, de la crise du Covid, où la classe moyenne dans les démocraties occidentales a puisé sur ses réserves. Et là, on est en train de faire face à une crise économique qui sera encore probablement plus importante. Et le problème, c'est ce qu'on voit en France, c'est que vous avez une reconfiguration du paysage démocratique. Vous avez le discours, aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, qui prend de la force. Si on le voit en France, on est passé à un système quasiment... pas tripartite, parce que c'est plus que 3 partis, mais il y a 3 blocs. Et le bloc centriste démocrate est en train de s'éroder. Et avec une crise économique, l'augmentation des prix, eh bien, c'est du pain béni pour ces populismes. Et ça, c'est un développement qui est dangereux. Il va falloir conclure, mais j'aimerais juste vous entendre, Enrico Letta, justement. Et si on lâche l'Ukraine, que va-t-il se passer ?
Et Catherine Clément. Il ne faut absolument pas lâcher l'Ukraine. C'est pour ça que moi, il y a 2 mois, j'ai proposé qu'on crée tout de suite une confédération européenne. Le président Macron a appelé ça une communauté politique européenne dans son discours du 9 mai. Moi, je partage ce qu'il a dit. Moi, je pense à une confédération européenne dans laquelle accueillir tout de suite l'Ukraine. On peut la faire à l'automne. Il n'est pas nécessaire de faire tout de suite un traité. On peut la convoquer tout de suite comme on a fait avec le G20. Et on peut faire ça avec les 27 pays de l'Union européenne, plus les 9 pays candidats à l'entrée, dont l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie. Il faut faire ça tout de suite parce qu'il faut donner tout de suite le message qu'on accueille l'Ukraine dans la famille européenne. Si on laisse seulement l'Ukraine commencer son parcours d'adhésion à l'Union, on sait tous très bien que le parcours d'adhésion à l'Union va prendre des années. Et ce serait, je pense, très négatif comme message. Ça, c'est, je pense, le message le plus important que nous, les Européens, il faut qu'on donne tout de suite. Merci beaucoup. Un mot de conclusion, Catherine Clément. Il faut faire autre chose. Il faut aussi renouer avec les intellectuels russes clandestinement, comme on l'avait fait pour les intellectuels tchèques après 68. Il faut refaire ce travail souterrain avec les intellectuels et les gens de la culture. Ça, c'est pas de la politique de gouvernement. Ça, c'est la politique de la société civile. Mais il faut le faire, et on sait le faire. Merci beaucoup. Eh bien, ce nouveau point sur la guerre en Ukraine et ses impacts, pourquoi continuer, quel danger surtout à ne pas continuer. On espère qu'on vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Et la semaine prochaine, on s'intéressera à un autre conflit, un tout autre genre, pour le coup autour des transgenres, puisqu'à Genève, 2 conférences viennent d'être boycottées, notamment celle de l'une de nos invitées, la psychanalyste Caroline Eliachev. On en débattra dimanche prochain sur le plateau du Point. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine et une belle soirée à toutes et tous sur Les Monts Bleus.